Alors voilà, on va commencer. Bonsoir à tous, merci d'être aussi nombreux. Alors sur les écrans, vous êtes on est malheureusement tous des tout petits carrés. C'est un peu dommage qu'on ne puisse pas tous se voir, mais on va essayer quand même de faire de ce séminaire qui va se dérouler régulièrement, comme on va vous l'expliquer, un lieu agréable et convivial. Alors, pour introduire ce séminaire, je vous propose d'essayer de répondre à la question déportation en héritage, c'est quoi? Un certain nombre d'entre vous venez pour la première fois à ces réunions qui habituellement ont lieu chaque année en présentiel à l'université. C'est la première fois qu'on le fait comme ça sous forme de visio. Alors il y aura certainement des petites maladresses, on vous prie de nous excuser. Alors, déportation en héritage, c'est quoi? Déportation en héritage est d'abord née de la rencontre d'universitaires et de membres de la Fondation pour la mémoire de la déportation. Cette rencontre a rassemblé autour des déportations, avec beaucoup de bonheur, je crois, des historiens, des psychologues et des anciens déportés. Alors, je vais essayer de vous résumer en quelques minutes nos 10 années de travaux, de façon à ce que vous puissiez prendre le train en marche. L'idée de départ était d'appréhender de façon pluridisciplinaire les conséquences psychiques et sociales des déportations. Alors, tout a commencé par un constat. Le constat que nous sommes un certain nombre de psychologues, de psychiatres à participer à cette aventure, et le constat était que dans nos cabinets de psychologues et de psychiatres, nous rencontrions chaque jour les conséquences psychiques de ces déportations, et ça, pas seulement chez les personnes âgées, mais aussi chez des gens très jeunes, chez des adolescents, voire chez des enfants. On a constaté aussi, après le Bataclan, les attentats de Paris, Nice, que de nombreux fils, de petits-fils de survivants consultaient pour des cauchemars à répétition, une anxiété latente, des sensations de menaces imminentes, qui sont des troubles qu'habituellement on retrouve dans ce qu'on appelle les états de stress post-traumatique. L'idée était que chez ces patients, les traces de déportation étaient encore là, très, très vives, mais archivées, cachées, tapies dans l'inconscient et, on le voit, on le sait, terriblement destructrices. Même si certains des enfants qu'on voyait en consultation, quand on n'avait jamais entendu parler des déportations, et il y en a encore beaucoup. Et c'est donc à partir de tout ça, c'est dans ce cadre et avec cet arrière-plan que les premiers travaux de déportation en héritage se sont d'abord tournés vers la souffrance des victimes des camps, de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Et c'est cette souffrance-là que nous avons étudiée avec donc entre historiens et psy à partir d'un certain nombre de cas cliniques. Je vais juste vous donner un exemple. Je pense à une jeune patiente anorexique, suicidaire, qui de façon très répétitive voyait dans ses rêves des chiffres comme des numéros de téléphone qui défilaient comme ça dans le cadre de ses rêves, dans ces différents décors de ses rêves. Eh bien, il lui a fallu à cette jeune patiente plusieurs années d'analyse pour découvrir, après avoir vidé la maison de ses grands-parents, qu'il s'agissait là, vous l'aurez deviné, du numéro de déporté de son grand-père. C'est un simple exemple, mais on en a des dizaines et des dizaines des exemples comme ça. Je peux aussi vous faire part d'une anecdote, d'un rêve personnel. Je l'avais déjà évoqué lors d'un précédent colloque. Je suis issu d'une famille qui a été déportée. Je suis un ancien 68ard, personne n'est parfait. Et j'ai longtemps fait le même rêve. J'étais pris à partie dans une manifestation par des CRS. C'était un cauchemar très, très lourd pour moi, très angoissant. Et il m'a fallu plusieurs dizaines d'années, là aussi, pour comprendre qu'à l'époque, en 68, on disait CRS-SS. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour faire ce lien-là. Et pourtant, c'était là très présent.
Alors tout ça pour dire qu'on ne peut pas comprendre, je crois, nos folies contemporaines, c'est-à-dire les pathologies, ce qu'on appelle les pathologies addictives, les états limites, les phobies sociales, certains états de dissociation, sans se pencher sur les événements politiques, sociopolitiques de notre passé et sans considérer les effets du monde qui nous entoure sur notre psyché. Comment peut-on imaginer que les rafles du Veldiv, racontées aux enfants ou aux petits-enfants, la rue de Charonne ou la petite vietnamienne brûlée par les bombes au napalm qu'on a vu tourner comme ça en boucle sur les écrans de télévision, n'auraient pas d'effet sur notre psychisme? Comment imaginer que le Bataclan, Nice, Charlie Hebdo et bien d'autres encore n'aient pas de conséquences psychiques sur nous? Alors, il faut être aussi sourd, je crois, qu'une certaine psychologie universitaire pour ne pas entendre la violence du monde qui nous entoure et pour continuer comme ça d'étudier tranquillement dans des laboratoires un certain nombre de pathologies sans tenir compte des contextes historiques et politiques. Comme si la Shoah ou le 11 septembre n'avaient au fond jamais existé. Alors, nous sommes intéressés aux travaux des psychologues, nous sommes aussi intéressés aux travaux des neurologues et des biologistes. On s'est par exemple intéressé à un travail d'un pédiatre, professeur de pédiatrie à Tel Aviv, qui s'appelle Shaol Aren, qui a étudié, pendant le conflit israélo-palestinien, le devenir des enfants de 170 femmes enceintes. Toutes ces femmes enceintes souffraient de syndrome psychotraumatique. Eh bien, tous les enfants, vous entendez bien, tous les enfants ont hérité de ce stress post-traumatique, avec un retard de développement cérébral qu'on voyait très nettement au scanner, une diminution toujours qu'on voyait au scanner du lobe préfrontal et des examens neuropsychologiques qui montraient chez eux une désinhibition comportementale post-traumatique. Et pourtant, ils n'avaient pas connu la guerre. Ils étaient dans le ventre de leur mère à ce moment-là. Dans le même ordre d'idées, avec le développement de l'épigénétique, une équipe de chercheurs new-yorkais a mis en évidence l'existence d'une mémoire génétique de l'Holocauste. Cette équipe de chercheurs a réuni, c'est récent, c'est une étude qui a 4-5 ans, a réuni 32 hommes et femmes juifs qui ont tous été enfermés dans des camps de concentration nazis. Ils ont analysé leurs gènes ainsi que ceux de leurs enfants. Tous étaient atteints de stress et de troubles anxieux. Eh bien, ces chercheurs ont trouvé des marqueurs génétiques identiques entre les survivants de la Shoah et leurs petits-enfants. Ce qui signifie que le traumatisme, c'est pas simplement une mémoire transmise par l'inconscient, les récits et l'éducation, c'est une mémoire, le traumatisme laisse une empreinte biologique dans les corps. Alors, on ne peut pas tout détailler, bien sûr. Donc ça nous a occupé les 2-3 premières années. Après, et donc à chaque fois, quand je dis ça nous a occupé, c'est-à-dire que nous travaillons sur un thème et ensuite on présentait ça dans un colloque, dans des colloques. Alors après la psychologie des victimes, nous sommes intéressés à la psychologie des bourreaux et au processus de déshumanisation. Alors, nous sommes procurés les archives des psychologues de l'époque, les QI, les Rorschach, les entretiens cliniques, et vraiment toutes nos analyses ont montré, alors, je ne sais pas s'il faut dire de façon tout à fait surprenante, mais nous ont montré que la plupart des nazis, y compris les plus barbares, ne souffraient d'aucune pathologie. Pas tous, bien sûr, mais un grand nombre. Et qu'ils étaient, pour la plupart du temps, des hommes ordinaires comme vous et moi. On ne peut pas ne pas penser à la banalité du mal de Hannah Arendt. Mais on ne peut pas ne pas penser aussi aux réservistes du 101e bataillon de la police allemande en 1942, qui étaient ces réservistes qui ont abattu à bout portant des gens. Eh bien, c'était des ouvriers, des vendeurs, des artisans, des employés de bureau, des gens comme vous et moi. Eh bien, ceux-là, le 13 juillet 1942, ils ont abattu à bout portant 1500 juifs, presque uniquement des femmes et des enfants, d'une balle dans la tête.
Christopher Browning, hein, qui dans un superbe bouquin qui s'appelle Des hommes ordinaires, livre le témoignage d'un certain nombre. Et je me souviens du témoignage d'un de ces réservistes qui explique que pendant que son camarade, son voisin, abattait une femme, lui s'efforçait de tirer sur ses enfants en disant qu'au fond, il pensait que c'était mieux comme ça, parce qu'il se disait que ça apaisait sa conscience, parce qu'un enfant ne peut pas survivre sans sa mère. Voilà que les remords n'allaient pas bien loin et ça donne quand même beaucoup à réfléchir. Et puis aujourd'hui, il y a Maxime Auchard, 22 ans, qui vivait jusqu'à il y a quelque temps encore dans une petite commune tranquille de Normandie. Il allait au lycée d'Elbeuf, il tondait son gazon, coupait son bois, faisait la fête avec ses copains, un ado ordinaire, quoi, un ado que tout le monde trouvait gentil et que tout le monde aimait bien. Eh bien, cet ado, il s'est appelé Abou Abdallah et il était devenu un des égorgeurs de Daesh et décapitait les prisonniers sous le regard des caméras. Alors, ils sont comme ça, des centaines, peut-être des milliers, des ados ordinaires, parfois des petits délinquants, mais jamais plus. On voit que tout peut toujours recommencer avec presque n'importe qui, n'importe quel dogme, n'importe quelle cause, que ce soit la race aryenne, l'islamisme ou je ne sais quel intégrisme. Et puis, on a continué nos travaux. Dans la suite de ces travaux, on a essayé de comprendre l'impact du devoir de mémoire et de la transmission des récits collectifs sur nos comportements psychologiques et sociaux. L'idée était que le devoir de mémoire, ça nous concerne tous, que le devoir de mémoire ne concerne pas seulement la déportation, mais aussi le passé récent. L'idée, c'est ça, c'est que le devoir de mémoire, ne peut pas être pétrifié. C'est un mouvement qui nous propulse du tir à bout portant des réservistes de la police allemande au tir à bout portant des djihadistes du Bataclan. Le devoir de mémoire, je crois que c'est ça, c'est pas un simple rappel du passé. Le devoir de mémoire, c'est un appel à la résistance à toutes les formes de fascisme. Alors, toujours dans ce contexte, lorsqu'on s'est intéressé au récit collectif, aux mémoires collectives, à la mémoire des historiens et à la mémoire des déportés ou des associations de déportés, on s'est intéressé aussi, bien sûr, à cette transmission. Et la clinique, la littérature nous a montré clairement que la transmission d'un récit collectif, d'un récit mémoriel, est un outil puissant, capable de rétablir une continuité de vie. Lorsque cette vie sociale a été perturbée ou stoppée par un traumatisme majeur, comme l'ont été les déportations. Les processus de ce récit collectif, on en parlera une prochaine séance, si vous voulez, de ces processus du récit mémoriel, de la mémoire collective. Ces processus, donc j'allais dire thérapeutiques du récit mémoriel, sont les mêmes que les processus qui font du récit de soi, dans une psychothérapie ou dans une analyse, un outil thérapeutique puissant. La mémoire collective, c'est ça. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'identité narrative. Et c'est peut-être la seule manière, le récit collectif, de poser une pièce sur un tissu troué afin de retrouver une continuité de vie et d'apaiser les souffrances. Au fond, le récit collectif, c'est ça, c'est comme une chimère. La chimère, vous savez, ça comporte des morceaux de vérité, un morceau de lion, un morceau de chèvre, un morceau de serpent. Et pourtant, ça existe. Eh bien, le récit mémoriel, c'est un peu ça. Ça inscrit, mais de façon thérapeutique, les victimes directes et indirectes dans un récit collectif. Et je crois, pour l'avoir constaté, que c'est un puissant remède aux grandes souffrances. Voilà, je crois que j'ai à peu près résumé, à gros traits, bien sûr, le parcours et l'aventure de déportation en héritage.
Nous avons fait, alors vous l'avez vu, beaucoup de psychologie. Cette année, nous allons faire un peu moins de psychologie, nous allons faire plus d'histoire. Mais parce que la psychologie, ça ne se fait pas sur des nuages. Hein, la psychologie, ça se fonde sur des faits. Je crois que pour comprendre les hommes, pour comprendre la psychologie des hommes, il faut s'intéresser aux faits. Il faut savoir être au plus près de leurs actes, de leur histoire, de leur géographie. Et c'est pour ça que nous vous proposons cette année de mettre le focus sur l'histoire des déportations des hommes du Nord-Pas-de-Calais. Voilà, je crois que j'ai assez parlé. Je laisse maintenant la parole à Odile Louage, hein, qui va vous présenter l'ensemble du séminaire de cette année. Puis ensuite, Jacqueline Duhem nous parlera de la zone rattachée du Nord et du Pas-de-Calais. Voilà, je vous souhaite un bon séminaire. Et Odile, tu as la parole. Je rappelle que je représente pour le Nord les Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation, qui est une association fondée en 1990 seulement, hein, donc qui est notre DT, c'est-à-dire délégation territoriale du Nord, a été créée en l'an 2000. Hein, donc nous abordons ce problème de la déportation avec un certain recul par rapport à tous les aléas de la construction de la mémoire des déportés, que je voudrais rappeler un petit peu avant de présenter notre projet. La déportation a recouvert des situations multiples, extrêmement diverses, mais la mémoire collective a annulé les différences de traitement, de nature, a annulé les époques, les motivations des uns et des autres, pour se contenter souvent d'un récit unique, parfois même mythologique, où chaque déporté est supposé avoir connu le même sort. Or, il existe une multiplicité de mémoires, et notamment de mémoires individuelles. Et cette mémoire, désormais, maintenant que nous sommes bien longtemps après cette Seconde Guerre mondiale, cette mémoire a été revisitée par les historiens, hein, qui ont toujours cette principale préoccupation, remettre les faits dans le contexte de l'époque, hein, et éventuellement critiquer les récits. Bon, alors qui sont donc les déportés, des héros ou des victimes, hein, et qu'est-ce qui va primer au départ? Au départ, ce qui va primer, c'est la mémoire individuelle. Et cette mémoire individuelle, eh bien, elle correspond à des situations très, très différentes suivant les individus. Quelles sont les raisons de leur déportation? À quel moment ont-ils été déportés? Combien de temps a duré leur séjour dans les camps? Quel était leur âge? Et à l'intérieur du camp, dans quel type de camp était-il? Je prends l'exemple de Bergen-Belsen, dont nous parlera Lily Léniel dans notre prochaine rencontre. Bergen-Belsen, c'était au départ un camp pour les déportés d'échange. Il n'y avait pas de four crématoire, il n'y avait pas très peu d'installations. Mais ça va devenir un véritable enfer à la fin de la guerre à cause de l'arrivée des convois issus des autres camps dans le cadre de ce qu'on a appelé les marches de la mort. D'où la multitude de gens qui n'ont même pas de quoi s'installer, un véritable enfer. Et puis aussi les statuts dans les camps, parce que dans les camps, un certain nombre de déportés se voient confier des responsabilités, ce qui leur donne un certain pouvoir, hein. Et autrefois, c'était les triangles verts, c'est-à-dire les déportés de droit commun, des délinquants, quelquefois même les assassins. Et par la suite, ça va devenir les triangles rouges, et essentiellement d'ailleurs les plus anciens résidents dans les camps, c'était essentiellement des communistes. Hein, donc on a cette poste de responsabilité qui donne un pouvoir. Et là aussi, Lily pourra nous parler de
ces déportés qu'elle a pu rencontrer, notamment Martha Desrumaux. Et c'est la différence, par exemple à Ravensbrück, entre Marcel Paul et puis Élie de Saint-Marc, qui est là, qui n'a pas 18 ans et qui ne représente pas grand-chose. Et j'ai eu l'occasion d'interviewer un certain nombre de déportés, et notamment un déporté du Nord qui s'appelle Émile d'Orgeville, et qui m'a dit « J'ai survécu dans le camp parce que j'étais jeune, je parlais allemand et j'ai eu de la chance parce qu'il avait été affecté à un travail dans un atelier de menuiserie où il était à l'abri des intempéries, des travaux trop pénibles et trop lourds. » Donc voilà. Alors également pour les déportés, ça a été très difficile de raconter leur expérience. Certains n'ont jamais voulu dire ce qu'ils avaient vécu, ils n'ont rien dit. Un certain nombre ont écrit, mais ces témoignages sont naturellement fondamentaux, importants, et j'ai constaté que la présence d'un déporté dans une classe et le contact qu'il peut y avoir dans le cadre de cette relation qui est établie à ce moment-là est très importante pour les élèves. Naturellement, c'est l'émotion qui prime, c'est ce caractère exceptionnel de la rencontre qui les flatte d'une certaine façon, mais c'est aussi la prise de conscience d'une réalité qu'ils ont ignorée ou quelquefois qu'ils ont eux-mêmes vécu dans le cadre, par exemple, de comportements racistes qui peuvent exister dans nos établissements. Alors le problème, c'est que les témoins disparaissent et qu'on a de plus en plus de mal à mettre en face une classe d'élèves et puis des déportés. Alors cette mémoire devient désormais collective et cette mémoire collective s'est construite progressivement. Ça a d'abord été les amicales de camp, ces amicales qui ont permis pour les déportés revenus dans la vie ordinaire de maintenir les liens, partager leurs souvenirs, définir les valeurs qui les avaient motivés et aussi éventuellement entretenir les lieux de déportation. Et un certain nombre de ces amicales continuent à exister puisqu'elles ont fait rentrer maintenant les familles. C'est le cas par exemple de l'amicale de Mauthausen ou bien l'amicale de Ravensbrück a joué un rôle important pour nos déportés du Nord, Martha Desrumaux ou Lily Léniel, bien sûr, qui en a fait partie. Les associations de déportés, ensuite, se sont créées à l'imitation des associations d'anciens combattants. Et c'est ainsi que la FNDIRP, Fondation nationale internée résistants patriotes, créée dès octobre 1945. Et l'objectif, c'est faire valoir les droits des déportés. Ils sont peu nombreux par rapport aux prisonniers de guerre, mais ils estiment qu'ils ont un certain nombre de droits à faire valoir et défendre ces droits et mettre en place des réparations. Et c'est ainsi que récemment, dans les années 2000, vous avez eu la possibilité pour les enfants de déportés, pas simplement raciaux, mais aussi déportés politiques, d'avoir le statut de pupille de la nation. Donc, la recherche de ces droits. Mais malheureusement, à l'intérieur de ces associations de déportés, il y avait des motivations politiques, il y avait deux mémoires en fait qui s'opposaient, il y avait la mémoire gaulliste et la mémoire communiste, et la guerre froide va entraîner une fracture à l'intérieur de cette association, et à côté de la FNDRP sera créée l'UNADIF. Qui était davantage gaulliste et favorable au plan Marshall, notamment c'est la guerre froide, donc et à l'OTAN. Rappelez-vous l'ouvrage d'Olivier Vievorka, La mémoire désunie. Et nous sommes maintenant, nous abordons une époque plus récente dans laquelle va s'affirmer la mémoire juive. Les travaux ont toujours été poursuivis dans la communauté juive et Daniel Delmer le rappelait encore récemment, mais elle s'est affirmée très progressivement. Il y a eu d'abord des travaux notamment de Olga Walser dès 1945, c'est elle qui a introduit la différence entre les camps.
les camps de concentration et les camps d'extermination. Et actuellement, on parle davantage de centres de mise à mort, puisque dans ces centres, il y en avait 6 en Pologne, il y avait en principe pas de baraques pour accueillir les déportés, puisqu'ils étaient immédiatement envoyés dans les chambres à gaz. Donc, alors il y a eu un certain nombre d'événements comme le procès d'Eichmann en 1961, et puis le rôle de Beat et Serge Klarsfeld. Bon, je ne fais pas l'historique, mais le mémorial de la déportation des Juifs de France est paru en 78, où là, on est capable d'établir des listes et de reconnaître cette déportation. 76 000 déportés quand même, hein, ce qui représente 25% des Juifs de France, mais grâce au juste, hein, et seulement 3% de survivants. Et dans ces mêmes années, là, les années 80, apparaît les thèses de Faurisson, notamment le négationnisme. Bon, il n'y a pas eu de génocide, on a brûlé que les poux, hein, bon, dans les chambres à gaz. Alors, c'est à ce moment-là que certains vont décider d'intervenir et on verra que c'est une des motivations de Lili Léniel, c'est le fait de dire non, ça a existé, je l'ai vécu, il faut que je le dise. Alors, c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'est créée la Fondation pour la mémoire de la déportation, qui va faire un gros travail de recherche à l'université de Caen et qui va faire paraître le fameux livre mémorial de 6000 pages, 4 tomes, un volume considérable, avec 86 800 déportés, dont 65 000 sont partis de France, d'autres étant arrêtés sur le territoire allemand ou bien en Alsace-Lorraine rattachés à l'Allemagne. Hein. Donc, et par contre, 60% sont revenus. Et ce travail est effectué à la Coupole, hein, par Yves Lemaner et Laurent Thierry, qui ont donné pour la région, Nord-Pas-de-Calais, hein, 6 339 déportés de répression, résistants, raflés, droit commun, dont 2483 déportés nuit et brouillard, c'est-à-dire une définition faite en décembre 41 qui permet d'envoyer dans les camps des personnes qui ne sont pas condamnées dans des tribunaux militaires en France, mais qui surtout ont coupé tout lien avec leur famille et leur région d'origine. Donc, à ces déportés s'ajoutent 7000 déportés raciaux, dont, là j'ai un problème de chiffres, mais pardon, 774 déportés raciaux, donc 673 juifs et 162 tziganes, puisqu'on est une des régions, la seule région de France où les tziganes ont été déportés. Donc, on peut compter aussi dans la région 528 fusillés. Donc voilà les chiffres qui ont été établis par le travail qui a été réalisé à la Coupole. Alors, pourquoi notre réflexion va-t-elle se limiter à la région du Nord? Eh bien, tout simplement parce que la région est... Jacqueline Duhem vous expliquera sa situation, mais ça veut dire que dans la région, on a vécu des choses tellement différentes de celles du reste de la France que la mémoire des déportés du Nord est différente et les types de déportation sont différents. Il faut, je le pense, et je dois dire que je l'avais dit à l'inspecteur général de COP dans une réunion qui avait lieu à la Coupole, la résistance dans la région s'est faite d'une façon très différente de la résistance, par exemple, dans le sud de la France, tout simplement parce qu'on avait entre le tiers et la moitié des troupes d'occupation. Il est bien évident que ça changeait la donne. Donc, il faut se dégager d'une vision centralisée qui fait lire les événements à partir de Paris ou de Lyon. Rappelez-vous, Lyon, capitale de la résistance. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre zone rattachée? Donc, c'est le sujet de Jacqueline Duhem. Ensuite, nous nous attacherons soit à des cas individuels en présentant des déportés, Lili Léniel, Rosenberg, je vous en ai parlé, Martha Desrumaux, Jean Lebas,
porteurs de mémoire qui nous ont donné une leçon de courage et d'humanité, mais aussi à des déportations collectives qui sont aussi spécifiques de la région, puisque on a le privilège ou l'honneur d'avoir eu le premier train de déportés de France à la suite de la grève des mineurs de juin 41, et puis le dernier train parti de France le 1er septembre 44, alors même que les troupes alliées sont à quelques heures de la métropole et de la prison de Los. Donc voilà, nous avons donc choisi un certain nombre de thèmes que nous allons pouvoir évoquer tous les 15 jours, puisque c'est le rythme de nos rencontres. Voilà, je donne la parole donc à Jacqueline, qui a beaucoup travaillé sur les procès du Nord de l'après-guerre et également qui s'est beaucoup intéressée dans un ouvrage paru récemment sur la personnalité de notre général Falkhausen. Oui, ça y est, c'est bon? Est-ce que tout le monde, voit le diaporama? C'est parfait. On voit le début. Le début. Tout au moins le titre, voilà. Le titre, oui. Ça, oui, mais attendez, il faut voir la suite. Hein. Oui, alors voilà, donc je vous souhaite aussi les meilleurs vœux, parce que j'ai vu pour cette année 2022, j'ai vu passer pas mal de messages. Donc, meilleurs vœux à toutes et à tous. Alors, cette présentation, c'est en particulier, bien sûr, pour les habitants, enfin ceux qui sont ici présents du Nord-Pas-de-Calais, mais je pense aussi pour à peu près, j'ai vu qu'il y avait à peu près un tiers, à peu près, de personnes qui n'étaient pas du Nord-Pas-de-Calais et donc qui vont peut-être découvrir beaucoup de choses, justement des caractéristiques, ce que j'ai appelé aussi des spécificités de ce Nord-Pas-de-Calais, zone rattachée au commandement militaire allemand de Bruxelles, juin 40 à septembre 1944. Alors d'abord, je vous présente donc ici le plan. Donc le plan, les 3 thèmes, en sachant que chacun de ces thèmes dure à peu près, les 2 premiers thèmes, je vais parler à peu près 10 minutes pour chacun. Le dernier sera juste peut-être un peu plus long, un quart d'heure, 20 minutes au maximum. Hein. Voilà. En sachant qu'à la fin de chacun de ces thèmes traités, je ferai une pause. Et là, si vous avez des questions à poser, vous n'hésitez pas, parce qu'il y a les discussions, mais aussi, je crois que vous pouvez lever la main. Et donc, on fera part peut-être des questions auxquelles je pourrais donc répondre. Alors, d'abord, vous voyez, le premier thème, c'est les circonstances de la mise en place de cette zone rattachée. Hein, et puis, rattachée à quoi donc? C'est ça aussi qui est, pareil, ici important. Alors, le point de départ, alors voilà, je vous présente cette carte. La carte ici, donc de l'offensive, de ce qu'on appelle l'offensive à l'ouest des troupes allemandes. Vous le savez, bien sûr, c'est le 10 mai 1940, donc fin de ce qu'on appelait la drôle de guerre. Les troupes allemandes donc attaquent, ici par les Pays-Bas, par la Belgique, et donc une invasion qui commence, et aussitôt, je vais donc vous développer tout ça, mais enfin c'est quand même, il faut le savoir très rapidement. Vous avez donc les troupes françaises et le corps expéditionnaire britannique qui étaient massés ici sur la frontière, puisqu'il n'y avait pas de ligne Maginot, la Belgique étant neutre. Ces troupes françaises et le corps expéditionnaire donc britannique rentrent en Belgique pour aller au secours de l'armée belge, et donc c'est pour justement empêcher, donc vous voyez, vous avez l'offensive allemande, vous avez ces troupes qui foncent, qui sont quand même retenues par les Belges, les Anglais et les Français, mais 3 jours plus tard, donc le 13 mai, donc ici, vous avez, 1940, vous avez ce qu'on appelait bien sûr ici la percée à Sedan. Hein. Vous avez ici donc cette percée de Sedan avec ici représenté en plus foncé, vous le constatez, ce sont ici des troupes motorisées
ce sont des sidecars, ce sont des... il y a aussi bon, des chars, mais enfin, c'est plus des véhicules légers qui, avec donc ici Guderian, qui foncent pour faire ce qu'on appelait un immense, on appelait ça une sorte de coup de faucille gigantesque. Ces troupes, vous le constatez, le 13, et ils arrivent les premiers, une semaine plus tard, sont déjà à Ville, le 23 mai à Boulogne, à Calais le 25, etc. Donc ils arrivent très tôt sur la côte, avec donc des troupes belges, britanniques et françaises qui donc vont être prises au piège ici. Et alors, je vais vous dire tout de suite, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas, souvent c'est l'idée, c'est vrai que ça sera vrai après le 5 juin, mais à ce moment-là, on ne peut pas parler de débandade de troupes. Il n'y a pas de débâcle. Hein, parce qu'en réalité, s'il y a des troupes qui se replient, s'il y a des soldats qui fuient, hein, il y a aussi des troupes qui vont résister. Vous allez avoir des résistances de la part de soldats, de groupes de soldats aguerris, qui soient belges, alors belges uniquement jusqu'au 28 mai, puisque le roi Léopold III, le 28 mai, décide la capitulation des troupes belges. Hein, mais ils ont au moins résisté jusqu'au 27. Et donc ensuite, alors c'est sûr que c'est un handicap pour les troupes françaises et britanniques, mais il va y avoir donc repli et progressivement donc vers ce qu'on va appeler, vous connaissez bien sûr, la poche de Dunkerque, avec le réembarquement de troupes britanniques et françaises jusqu'au 4 juin, comme c'est indiqué ici sur la carte. Alors, c'est ça qui est intéressant à savoir, c'est que en réalité, les premières troupes sont passées ici très rapidement, mais ce sont des troupes légères, mais les divisions qui vont suivre, les divisions qui soient de la Wehrmacht ou de Waffen-SS, puisque dedans vous avez en particulier la Totenkopf, hein, vont se trouver confrontées à ces groupes aguerris, et la résistance qui va être très importante en certains lieux. Donc, je vais vous montrer ici ce qui va se passer. C'est une carte ici des massacres dans le Nord-Pas-de-Calais, mai 40, il y a mai 40, il y a le massacre d'Ascq, bien sûr, d'avril 44, il y a encore des massacres août septembre 44, mais nous, ici, ce qui nous concerne, bien sûr, c'est mai 40. Eh bien, les troupes qui suivent, donc qui sont plus lentes, où il y a des chars, où il y a même des véhicules hippomobiles, sont confrontés à de fortes résistances, en particulier autour, vous voyez, vous avez Courrières, Wany, Carvin, il y a des troupes britanniques, des troupes françaises en particulier, des troupes coloniales qui résistent. De même ici, vous avez, vous voyez tout ce qui est ici, donc Aubignan-Artois, Bermonchel, Pont-du-Gis, Magoval, Beuvry, Inge. En réalité, vous avez eu aussi une offensive ici sur Arras, l'offensive à Arras. Cela se passe entre, on va dire, le 20 et le 31 mai 40. Sur une dizaine de jours, vous avez aussi la résistance ici sur l'île qui va durer jusqu'au 31 mai, ce qu'on va appeler le chaudron lillois. Et là, vous avez aussi des massacres. Emmerin, Aubourdin, là, c'est la banlieue de Lille. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces troupes allemandes sont surprises par cette résistance. Ils ont de lourdes pertes et donc ils vont accomplir ce qu'on appelle des représailles collectives sur des civils sans défense. C'est soit des réfugiés, belges, français, hein, qui ont fui, ou alors simplement des populations locales. Et donc, vous allez avoir à peu près, on a sur une dizaine de jours, à peu près 600 civils massacrés. C'est un phénomène de massacre qui a totalement été occulté et donc, on parle de mémoire occultée de ces massacres dans le Nord-Pas-de-Calais en mai 40, puisqu'on n'en parle absolument pas à la Libération et après non plus. Voilà. Donc voilà la situation. Cependant, le Nord-Pas-de-Calais est occupé, hein, bien sûr. Le Nord-Pas-de-Calais est occupé, mais ce qui est extraordinaire, c'est que dès le 26 mai, eh bien, le général Alexander von Falkenhausen va être nommé. Donc, vous voyez, 26 mai, c'est même pas la fin des combats, hein. C'est très largement
voyez, avant bien sûr l'armistice du 22 juin, ce général va être nommé à la tête, donc ici, à la tête du commandement militaire pour la Belgique et le nord de la France. Et donc, on peut dire que le Nord-Pas-de-Calais va être détaché de la future administration militaire allemande qui va être à Paris. Et donc, pour être rattaché donc à l'administration militaire de Bruxelles. Et ceci n'est absolument pas mentionné dans les clauses de l'armistice. Voilà. Alors, je vous remontre ici, voilà, cette carte qui est très parlante. Voilà comment ça va se passer. Voilà pourquoi on parle de zone rattachée. Et on est ici. Alors, pourquoi Hitler, et c'est Hitler personnellement qui décide ce rattachement du Nord, dont vous avez ici, bien sûr, vous voyez le Nord-Pas-de-Calais, rattaché au commandement de Bruxelles, donc de Falkenhausen, du général von Falkenhausen. C'est au cœur, on va dire ici, de la vision de l'Europe nouvelle voulue par Hitler, puisque pensait bien sûr gagner cette guerre. Et il reprend une conception ancienne développée en Allemagne dès l'époque napoléonienne, par exemple par Fichte. Le nord de la France, pour lui, comme la Belgique et les Pays-Bas, que vous avez ici, eh bien, ce sont, et le nord donc de la France, c'est une marche germanique, indûment annexée par la France ennemie héréditaire, entre guillemets. Et donc, le futur traité de paix avec la France, après avoir gagné la guerre, eh bien, doit entériner le dépeçage déjà commencé, d'ailleurs, puisque vous le savez, Odile l'a rappelé, bien sûr, puis vous le savez, avec l'annexion de l'Alsace-Moselle au Grand Reich. Alors, ce rattachement du Nord-Pas-de-Calais, donc au gouvernement militaire de Bruxelles, n'est qu'une première étape, puisque c'est la guerre, donc on a une première étape en attendant eh bien, la victoire finale. Et donc, vous avez ici, c'est très intéressant à voir, vous avez ici donc sur la Somme une ligne, ici vous avez le département de la Somme, donc vous avez une ligne qui s'appelle en français la ligne nord-est, donc la Nord-Ost-Linie, qui est un dispositif de ligne de démarcation qui va se poursuivre ici. Vous voyez, vous avez le département de l'Aisne, les Ardennes, etc. Et donc, cette ligne qui est une ligne de démarcation qui ne disparaîtra complètement que le 1er mars 1943. Et entre les deux, parce que vous constatez qu'entre les deux, vous avez donc vous avez une zone, Odile, on t'entend, oui, voilà. On a donc une zone ici en rose, enfin orange, et ça s'appelle la zone interdite au retour des réfugiés, que l'on appelle aussi la zone réservée. Et donc, vous avez aussi, alors, on vous indique ici une zone militaire littorale de 20-30 km de large, qui va vers toute, donc, qui se poursuit ici d'ailleurs, dans le Nord-Pas-de-Calais, dite aussi zone rouge, et qui va se poursuivre le long de la Manche et de l'océan Atlantique aussi, bien sûr. Donc voilà, vous avez donc cette Nord-Ost-Linie complète le dispositif d'isolement par rapport au reste de la France, en empêchant le retour donc des réfugiés des deux départements chez eux. Et je vous l'ai dit, donc l'interdiction est levée le 1er mars 1943. Donc voilà, je vous présente ici, vous voyez, donc au niveau donc ici, au niveau français, voilà donc le Nord-Pas-de-Calais. Et donc, ça c'est une carte, vous voyez, très récente. Et je terminerai ce premier thème. Je suis en train de terminer, vous voyez ici le premier thème, en sachant que, bon, j'étais professeur d'histoire en lycée, et je me souviens bien qu'il y a encore peut-être une vingtaine d'années, peut-être moins, eh bien, on présentait très souvent, voilà, il y avait la zone occupée. Donc la zone occupée, c'était tout ça avec le Nord-Pas-de-Calais, comme si c'était rattaché, vous voyez, au commandement militaire de Paris, la zone non occupée jusqu'au 11 novembre 1942. On ne voyait pas du tout la spécificité, donc ici, du Nord-Pas-de-Calais, zone rattachée au commandement donc militaire ici de Bruxelles.
Voilà donc les circonstances, vous voyez, de la mise en place de cette zone rattachée. Donc voilà, premier thème, vous voyez donc ici abordé. Est-ce que il y a des questions sur cette premier thème de mise en place de cette zone rattachée? Alors, pour poser des questions, vous pouvez lever une petite main jaune qui se trouve en bas à droite de l'écran dans Réaction. Et dans la discussion, il n'y en a pas peut-être, non? En discussion, c'est par écrit. Fabrice Femot a levé la main. Oui. Oui, tout à l'heure, Madame Duhem, vous avez parlé de la zone rattachée, donc une volonté d'Adolf Hitler de rattacher cela depuis les victoires napoléoniennes, essentiellement la victoire de Jena. Est-ce qu'on peut faire le lien également avec le Saint-Empire romain germanique qui remonte quand même à 1648? Oui, alors les frontières en réalité du Saint-Empire romain germanique, pour nous, pour la région Nord-Pas-de-Calais, donc tout ce qui était Flandre, Artois ne faisait pas partie justement du Saint-Empire. Vous avez les contrées de Flandre et d'Artois. Par contre, le Hainaut, il est vrai que le Hainaut, avec par exemple Valenciennes, et puis après vous avez donc tout ce qui est Avesnois, Cambrésis, je reviendrai là-dessus après, faisait partie du Saint-Empire romain germanique. Mais la Flandre et l'Artois n'ont jamais fait partie du Saint-Empire romain germanique. Donc on ne peut pas, si vous voulez, rattacher ce désir de marche germanique, vous voyez, totalement aux limites du Saint-Empire romain germanique. Il y a Axel de Savigny qui avait levé la main. Merci beaucoup. C'était la même question que le précédemment. Merci beaucoup pour les précisions. Merci. C'est intéressant comme théorie parce qu'on ne l'a jamais entendu, ça. Oui, voilà. Eh oui. Mais de toute façon, il est évident, moi j'ai relu plusieurs fois dans différents ouvrages, il est intéressé énormément justement à cette zone Pays-Bas, Belgique, Nord-Pas-de-Calais. Et donc, c'était pour lui quelque chose de très important. Il suivait donc, je vais en parler encore après un petit peu, donc je vais pas trop révéler maintenant, mais c'était pour lui quelque chose d'important. Cette marche est considérée que c'était donc marche germanique et donc peuplée de populations, j'en reparlerai après, assimilables. Justement. Monique Cadmo a levé la main, s'il vous plaît. Oui, exact. J'ai trouvé dans un livre de classe, on va dire niveau, ce serait pour nous 6e, 5e, une carte où il est dit que le Nord Pas-de-Calais, en fait, l'Artois et la Flandre ont été conquis par Louis XIV, conquêtes qui étaient des vols de territoires qui appartenaient à l'espace germanique. Et les Allemands se sont également appuyés sur les Volksdeutsche comme étant des alliés potentiels. Mais donc c'est vrai, là je rejoins tout à fait Jacqueline par rapport à cet axe germanique septentrional que convoitaient les Allemands, et ils cherchaient aussi dans l'histoire et remontaient également à Louis XIV pour dire que c'était des territoires qui avaient été volés. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et quand je parle justement, oui, de l'époque napoléonienne, avec bien sûr ensuite au cours du 19e siècle, tout ce qui est tout le courant en effet pan-germaniste, qui totalement on est. Inspirons à lever la main. Je ne sais pas qui est. Autre question, oui. Inspirons. Inspirons. Oui. Moi, je vous parle depuis Nancy, la zone interdite, et je vous signale que la limite de rattachement de l'Alsace-Moselle reprend les frontières de l'époque du Saint-Empire romain germanique, voire peut-être même avant. Et ce sont celles-là qui ont été reprises par les occupants. Voilà, c'est fini. Est-ce que, je peux poser une question qui n'était peut-être pas prévue, est-ce que le fait que Hitler ait fait la guerre dans la région, près de Lille, notamment dans les Weppes, ne l'a pas mis en contact avec une partie de la population qui parlait le flamand et conforté dans cette idée que c'était des régions qui faisaient partie d'un espace germanique? Oui, c'est vrai, tu as raison, lors de la Première Guerre mondiale, il était
comme il était autrichien, bien sûr d'origine, mais vous le savez, il a donc été, pendant la guerre de 14-18, dans les troupes bavaroises. Et c'était justement les troupes bavaroises qui se trouvaient sur la ligne de front lors de la Première Guerre mondiale, hein, qui passaient, donc qui coupaient le nord. J'en reparlerai un petit peu rapidement après, mais enfin, c'est ça qui est intéressant. Les 2/3, déjà pour vous dire, hein, les 2/3 du nord, donc du département du Nord, étaient occupés, ces 2/3 ont été occupés pendant la Première Guerre mondiale. Et à peu près un quart du Pas-de-Calais. Hein. Et donc, il était en effet donc du côté de Lille, hein, dans les Wep, et peut-être en effet qu'il avait, ça l'a conforté en effet. Hein, dans cette idée que c'était donc un espace, une marge ou marche germanique, naturellement. C'est tout à fait possible, hein, en effet. Encore Fabrice Frémaux, mais... Oui. Bon, je pense qu'on peut passer au deuxième point parce que l'heure avance. Parce que l'heure avance, hein, c'est... Oui. Voilà, donc voilà donc le deuxième thème, donc la mise en place donc de l'administration militaire allemande. Alors ça aussi, la spécificité du Nord-Pas-de-Calais, hein, c'est dont la population renforce le sentiment d'isolement et d'abandon dans la région. Alors, vous avez déjà compris pourquoi l'isolement, puisqu'il y a déjà cette ligne nord-est qui coupe, et donc c'est une ligne de démarcation. Hein. Et donc ici, on va voir que l'administration allemande, cette mise en place, va renforcer aussi. Voilà. Alors, je reviens, oui, avec comme disait Odile, notre général von Falkenhausen, si on peut dire. Hein. Donc, le général nommé, hein, je vous ai dit le 26 mai, il arrive donc à Bruxelles, hein, puisque le siège de cette administration militaire va être dans la capitale belge, à Bruxelles, et en particulier, ses bureaux vont se trouver ici sur la place Royale à Bruxelles. Vous avez donc la statue de Godefroy de Bouillon, hein, et il va s'installer ici, dans ce bâtiment. Donc, j'ai mis à gauche ici, qui était à l'époque, en Belgique, le ministère des colonies. Et là, vous avez une autre photo où on le voit dans son bureau, installé dans son bureau. La mission, quelle va être la mission de Falkenhausen? J'entends une voix, oui. La mission, ça va être d'abord de maintenir l'ordre, bien sûr, ça paraît évident, et la sécurité des troupes d'occupation, mais aussi d'exploiter économiquement, au profit de l'économie de guerre allemande, bien sûr, ces territoires fortement industrialisés. Je ne vais pas rappeler le Nord-Pas-de-Calais, ce que ça peut représenter sur le plan des industries métallurgiques, du charbon, d'exploitation du charbon, de l'industrie textile à l'époque. Je ne peux pas développer ici, vous en doutez. Et il faut dire aussi qu'en plus, l'apport économique donc constitué par le Nord-Pas-de-Calais, va aussi permettre de satisfaire les besoins agricoles de la Belgique et d'y maintenir l'ordre social. Donc, double élément sur le plan économique, l'effort de guerre, donc ici allemand, mais aussi un apport sur le plan agricole pour la Belgique. Et donc, on peut dire qu'on va assister dans le Nord-Pas-de-Calais, dès le début, à un véritable pillage des ressources. Donc voilà, alors l'administration, comment elle fonctionne? Alors je vous montre ici, vous voyez, donc c'est un document allemand, c'est un petit peu coupé je pense ici, mais enfin c'est pas important. Donc c'est un État le 14 juin 40. Donc je vous rappelle encore, mais parce que ça paraît tellement incroyable, tout ça est fait avant la signature de l'armistice, hein, on rappelle, 22 juin, c'est une semaine avant la signature de l'armistice. C'est déjà, tout est mis en place le 14 juin 1940. Hein. Vous avez donc la subdivision de la Belgique et du Nord-Pas-de-Calais en 5 Oberfeldkommandantur. Alors, c'est un petit peu coupé, je pense, ici pour vous, mais enfin, je vais vous les montrer, en effet. Donc, bien sûr, les 5 Oberfeldkommandantur, une pour le Nord-Pas-de-Calais, avec son siège ici à Lille, naturellement. Hein. Vous avez à Gand, hein, donc ici. Vous avez, bien sûr, à Bruxelles. De toute façon, où se trouve déjà Falkenhausen, naturellement. Vous avez, pour les Allemands, Lüttich, c'est Liège. Et vous avez Namur. Voilà les 5 Oberfeldkommandantur. Hein. Et
pour les deux départements, je vous montrerai son portrait après, eh bien, enfin, pour chacune des 5 Oberfeldkommandateurs, il y a un général qui est nommé donc par Falkenhausen. Et donc, pour le Nord-Pas-de-Calais, je le montrerai après, c'est le général Heinrich Niehoff au début, qui dirige l'OFK 670, donc installé à Lille. Je vous montrerai la photo après, dans ce qu'on appelait à l'époque la Nouvelle Bourse, située près de l'Opéra. C'est cette Oberfeldkommandatur de Lille, c'est la plus peuplée, 3 millions d'habitants. Et c'est là où il y a les effectifs allemands déjà d'administration allemande, militaire, les plus importants. C'est le tiers du total pour l'ensemble, Belgique et Nord-Pas-de-Calais. Donc, vous voyez l'importance ici déjà de présence allemande, rien que pour l'administration. Et donc, Falkenhausen, je vous passe donc maintenant, voilà, les 3 généraux qui vont se succéder à la tête de l'Oberfeldkommandatur du Nord-Pas-de-Calais. Le premier, je viens déjà de vous en parler, c'est le général Heinrich Niehoff, juillet 40 jusqu'à novembre 42. Ensuite, le général Wilhelm Daser, janvier à mai 43, il reste pas longtemps parce qu'il n'est pas assez répressif. Donc, il va être donc mis ailleurs. Et le dernier, de mai 43 à septembre 44, 1er septembre 44, départ des Allemands, c'est le général Georges Bertram. Voilà. Donc, voilà ces 3 généraux successifs. Sur le plan, mais il faut rappeler, c'est peut-être attaché à l'administration donc de Bruxelles et donc administration militaire de la Belgique, mais ça reste bien sûr français. J'ai déjà entendu des gens dire donc c'est plus français. Mais si, ça reste bien sûr la France. Ce n'est pas du tout le cas, on rappelle, de l'Alsace-Moselle. C'est ça qui est tout à fait particulier pour nous. Il reste bien sûr l'administration française de Vichy. Et donc, en particulier, eh bien, vous avez ici donc le préfet qui était déjà là en septembre 39 pendant la drôle de guerre, qui va rester en poste pendant toute la période. C'est donc ici le préfet qui s'appelle Fernand Karl, qui, alors aussi cas très particulier, donc il y a un préfet dans le Nord, un préfet dans le Pas-de-Calais, mais lui, Fernand Karl va aussi servir de préfet de région, qui est tout à fait aussi une originalité. Et les services de la police de Vichy vont être placés sous très haute surveillance. Et ils vont avoir donc très peu, donc Fernand Karl a très peu d'autonomie de gestion, contrairement au reste de la France occupée. C'est lié en particulier au premier, Heinrich Niehoff, qui va donc non seulement isoler le Nord-Pas-de-Calais du reste de la France, il va isoler vraiment, il y a la Nord-Ost-Linie, mais il va aussi complètement isoler, même sur le plan administration française. C'est-à-dire qu'il va interdire, jusque décembre 41, le préfet Karl d'aller à Paris lors des réunions des préfets. Il lui interdit de sortir. Et il empêche aussi l'arrivée de nouveaux fonctionnaires, donc nommés par Vichy, enfin nommés par Pétain et Laval, d'arriver dans le Nord. Il règle ses comptes, il faut dire aussi. Je vais pas expliquer pourquoi, mais il est extrêmement... Donc, double isolement, empêcher le retour des réfugiés du Nord-Pas-de-Calais. En plus, vous avez un isolement jusque décembre 41 sur le plan administratif, ici de cette administration, ici du Nord-Pas-de-Calais. Donc, je poursuis un petit peu. Le Nord-Pas-de-Calais, vu ça, attendez, je vais peut-être revenir en arrière parce que j'étais peut-être un peu vite. Je voulais revenir. Voilà, j'aurai cette carte, donc c'est parfait. Ça ira très bien, je vais la laisser cette carte. J'aurais voulu revenir sur les autres. Je ne sais plus comment je vais faire. Attendez, je vais faire la fin du diaporama pour vous remontrer celle-ci d'abord. Voilà, je vais revenir avec diaporama. Je vais montrer d'abord tout de suite. Voilà, celle-ci. Voilà, donc le Nord-Pas-de-Calais, encore une fois, une spécificité pour terminer cette deuxième partie.
Je crois que vous voyez que cette carte, vous allez dire, il y a beaucoup de noirs. Ah oui, il y a beaucoup de noirs, hein, parce que le Nord-Pas-de-Calais, en plus, vu sa situation géopolitique particulière. Pourquoi? Ben, c'est une zone de front, puisque nous sommes ici en face du Royaume-Uni. Et donc, le Royaume-Uni qui continue le combat. Hein. Alors, vous avez ici une situation absolument exceptionnelle. Vous allez avoir pendant toute l'occupation, hein, la plus forte concentration d'installations et de militaires allemands de toute la France pendant les 4 ans d'occupation, hein, plus de 4 ans d'occupation. Hein. Et on peut dire qu'il y a ici une présence physique quotidienne étouffante et obsédante. Ce n'est pas de moi. J'ai trouvé ça, bien sûr, dans le livre remarquable que, bien sûr, certains d'entre vous connaissent bien, le livre de Monsieur De Jong et Monsieur Le Maner sur le Nord-Pas-de-Calais dans la main allemande. Hein. Présence étouffante et obsédante. Présence étouffante et obsédante, en particulier dans la zone, ici, la zone rouge, hein, 20-30 kilomètres, face, bien sûr, au Royaume-Uni. Hein. Pour se déplacer, il faut des Ausweis spéciaux, rouges, hein, zone rouge, d'où zone rouge. Hein. Vous avez, mais aussi présente, étouffante et obsédante dans toutes les grandes agglomérations. Hein. Et donc en particulier Lille, donc je vais remontrer après, mais je crois que vous voyez ici, même en particulier dans la partie ici de l'ouest des 2 départements, regardez tous ces petits, vous avez ces petits avions. Qu'est-ce que c'est tous ces petits avions? C'est les aérodromes de chasse, hein, bien sûr, d'où partent ces avions de chasse vers le Royaume-Uni. Hein, pour aller donc bombe incendiaire, contre les villes. Vous avez aussi tous ces voyez des escadrilles de bombardement ici installées, Vitry-en-Artois, Vandeville-les-Quins, etc. Mais vous avez aussi tous ces petits drapeaux. Hein, ce sont des PC de corps d'armée ou de division. Hein. Alors chaque fois, c'est accompagné, de militaires allemands, vous en doutez. Hein. Il n'y a pas que les installations, il y a les militaires. Hein. Vous avez aussi, bien sûr, donc dans les grandes villes, alors en particulier Lille, donc je peux passer ici. Voilà, ici l'exemple de Lille. Je vous avais dit tout à l'heure. L'Oberfeld, commandanture de Lille, s'installe ici en face de l'Opéra de Lille. Voici l'Opéra de Lille. Ici, dans ce on appelait à l'époque la Nouvelle Bourse, la Bourse du commerce et de l'industrie. C'est ici, c'est le siège de l'Oberfeld commandanture. Hein. Vous voyez, des Allemands. Alors ici, ce sont des soldats en permission à Lille. Ah oui, parce qu'en plus, Lille va être une ville un petit peu de repos pour des troupes allemandes. Des troupes allemandes, vous avez à Tourcoing le corps de... Vous avez donc ici la présence d'une armée, la 15e armée, hein, donc encore des militaires présents, et vous avez même des militaires qui viennent d'autres endroits, de Belgique ou d'ailleurs, qui viennent ici en permission. Alors, on vous présente les souris grises ici sur la grande place de Lille, c'est-à-dire les auxiliaires féminines, et ici des kiosques à journaux. Vous avez la presse allemande, la presse belge, vous avez aussi la presse du Nord-Pas-de-Calais, mais vous n'avez quasiment pas jusque la fin 41 la presse nationale française, qui n'arrive pas jusque, voyez, décembre 1941. Hein. Et donc, pour terminer, on va dire donc une présence, on va dire que finalement, pour le Nord-Pas-de-Calais, on peut dire que même le plus petit village dans le Nord-Pas-de-Calais a vu des Allemands. Je pense contrairement à d'autres régions françaises, ou même dans la zone occupée, déjà jusque la zone occupée dépendant de Paris, je suis persuadée que certains villages, c'est connu, n'ont pas vu forcément des Allemands. Tandis que là, même, vous voyez, alors c'est vrai qu'il y a une différence de présence, plus forte présence dans l'ouest. On voit bien ici que dans l'Avesnois, vous voyez, à Vennes-sur-Helpe, ici le Cambrésis, il y a moins de présence, mais malgré tout, quasiment aucune commune, aucun habitant du Nord-Pas-de-Calais n'a échappé quand même à la présence allemande. Voilà. Donc voilà ma fin de mon deuxième thème.
Hein. Et donc, si vous avez naturellement, voyez, des questions, il restera à peu près après un quart d'heure pour tenter la dernière partie. Je voulais poser une question. Y a-t-il eu des réactions de la part de Vichy face aux ingérences de l'autorité militaire allemande dans le fonctionnement de l'administration française? Oui. Ah, oui, parce que bon, c'est quelque chose qui n'est absolument pas prévu dans les clauses de l'armistice. Hein. Alors, en effet, comme on va dire ici, il y a la possibilité d'un recours, hein, puisque il existe ce qu'on appelle une commission d'armistice qui siège à Wiesbaden. Et donc, il y a des courriers envoyés de la part de Vichy, de l'administration française à Vichy, en disant écoutez, c'est pas prévu, c'est complètement isolé, vous le laissez, le préfet Karl peut pas venir, et donc il y a eu beaucoup de plaintes, hein, et il faut dire que Bagnoff n'a pas fait simplement, je vous ai dit, ça se relâche. Il y a quand même, oui, en effet, à partir de 1942, ça se relâche à ce niveau-là. Hein, c'est qu'il y a quand même de nouveaux fonctionnaires qui vont pouvoir venir et le préfet Karl peut aller à Paris pour assister aux réunions. Hein. Mais il y avait aussi une demande, hein, c'est que Vichy demandait que ce statut particulier de zone rattachée à Bruxelles soit aboli, puisque ce n'était pas dans les clauses de l'armistice. Et donc, il y a eu demande. Mais jamais cette demande, le Vichy demandait tout simplement que le Nord-Pas-de-Calais soit rattaché à l'administration, bien sûr, militaire de Paris. Hein. Et donc, bien sûr, c'est sourde oreille totale, d'autant plus que Hitler ne le voulait absolument pas. Donc, il était hors de question que ça soit rattaché à Paris. Hein. Donc, voilà là-dessus. Hein, Mais il y a eu toujours ingérence. Hein. Tout le temps, il y a eu ingérence. Hein. Des Allemands. Finalement, l'administration française sur le Nord-Pas-de-Calais dépendait de l'administration militaire allemande. Hein. Était sous dépendance totale. Alors, Jacqueline, il reste juste un quart d'heure. Voilà, donc je vais passer à ma dernière. Il faudrait qu'on termine à l'heure prévue, c'est exactement. Donc voilà. Donc, dernier thème ici abordé, la politique de répression. Je vous ai mis des spécificités pour le Nord-Pas-de-Calais. Je vais, contrairement, je vous le dis tout de suite avec le titre, comme ça ira plus vite, contrairement au reste de la France. Hein. Et donc, je vais passer à cette politique de répression, bien sûr. Mais il faut savoir que les pouvoirs de Falkenhausen en matière de répression n'ont pas été limités par l'intrusion de l'ASS d'Himmler. À l'opposé de ce qui se passe, eh bien, dans le commandement militaire de Paris et après dans la zone occupée, bien sûr, après au sud de la ligne de démarcation. Hein. On peut dire que dans le commandement militaire de Paris, eh bien, la police militaire, hein, c'est-à-dire les feldgendarmes, la GFP, hein, passe sous contrôle de la Gestapo et des SS au printemps 1942. Hein, et alors que ça ne sera pas le cas ici dans le Nord-Pas-de-Calais. Falkenhausen arrive toujours, il y a bien sûr la Gestapo, il y a les SS, bien sûr, mais il arrive toujours à contrôler. Hein, et ça a été démontré brillamment par Laurent Thierry dans son ouvrage. Hein. Alors, on parle en effet de répression, parce que en effet, donc je vous passe cette photo ici assez extraordinaire. Vous le constatez, nous sommes le 14 juillet 1940, hein, et ça présente ici la tombe provisoire à Lille d'un soldat britannique. Cette photo a dû être prise à peu près du côté, pour ceux qui connaissent la citadelle de Lille, parce que là aussi il y a eu des combats acharnés. Hein. Et donc, cette tombe ici est toujours là. Bon, elle va être sans doute après déplacée. Et vous constatez qu'il y a des fleurs. Elle est fleurie. Il y a des petites cocardes. Hein, et c'est pas le seul cas. C'est dans tout le Nord-Pas-de-Calais. Hein, tout simplement parce que, on va dire, la région Nord-Pas-de-Calais est une population qui est très anglophile et qui est restée pendant toute la guerre, malgré les bombardements qu'a subi le Nord-Pas-de-Calais, terrible. Hein. C'est la zone qui a subi le plus de bombardements de la part des Alliés. Hein. C'est une région qui est restée très anglophile,
peu pétainiste et peu collaborationniste. Et alors, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, eh bien, c'est le souvenir, en particulier de la première occupation. Ah, je vous l'ai dit, 2/3 du Nord occupés, le quart du Pas-de-Calais, et ces parties-là de occupés ont subi une très dure occupation. Hein, et il y a eu déjà de la résistance, des réseaux de résistance qui l'ont payé d'ailleurs très cher. Hein, mais c'était des réseaux de renseignement, c'était pas des réseaux de combattants. Hein. Et donc, on s'aperçoit que dans le Nord-Pas-de-Calais, dès début juin, là, 1er juin 40, eh bien, il y a une solidarité qu'on appelle maintenant, une résistance, pardon, qu'on appelle résistance de solidarité. Hein, qui se met très vite en place pour sauver des prisonniers de guerre qui s'échappent, on les récupère, des soldats britanniques qui sont complètement perdus, hein, qui veulent échapper et donc veulent pas être prisonniers de guerre, et donc il y a des réseaux déjà de filières de résistance qui se mettent en place. Hein. Ah, donc d'où répression, une répression précoce. Alors cette répression, je repasse encore cette carte rapidement, eh bien, elle est faite bien sûr par les militaires, bien que Falkenhausen soit un opposant à Hitler. Hein, c'est un anti-nazi, je ne peux pas vous développer ça, hein, mais en bon militaire, il applique les ordres, voire même parfois les devance. Hein, et ça va être très important, cette répression, en particulier par les tribunaux militaires allemands, hein, dans le maintien de l'ordre et dans la répression. Hein. Donc, il va y avoir des condamnations. Les condamnations à mort au début vont être relativement plus nombreuses, mais elles vont se multiplier à partir après le 22 juin 41. Vous le savez en effet, 22 juin 41, c'est donc l'attaque par les nazis de l'URSS, et donc en particulier, ça va être le début, la multiplication de sabotages et d'attentats de la part des résistants, mais surtout en particulier attentats contre des soldats allemands de la part des militants, de la part des résistants communistes. Hein. Et donc, au nom de la lutte contre les terroristes, eh bien, les tribunaux militaires vont fonctionner à plein régime, condamnant à des peines de travaux forcés de prison et condamnant à mort. Hein. Et donc, condamnation à mort, vous avez sur cette carte, c'est pour ça que je vous la repasse, les hauts lieux, si on peut dire ici, d'exécution des résistants, en particulier ici dans la région lilloise à la citadelle de Lille, mais dans tous les forts, fort de Bondu, fort de Seclin, etc., autour de Lille, bien sûr Arras, Valenciennes, vous avez donc des hauts lieux ici d'exécution de résistants, mais on vous met aussi dans les légendes ici d'otages. Parce que, en plus, hein, Falkenhausen, et donc les militaires, les généraux à la tête de l'AFK vont les appliquer. On a un recours aussi à la répression extrajudiciaire à partir de 1941, comme les exécutions d'otages en représailles d'attentats. Hein. Et je vous passe donc ici le document rapidement donc suivant. Hein. Et justement, Falkenhausen, ici, va donc promulguer ici le 26 août 1941. Vous voyez ici, Bruxelles, 26 août 41, une ordonnance ou un décret comme vous voulez. Et donc, voilà ces grandes affiches qui étaient appliquées. Ces derniers jours, des attentats ayant causé des blessures, dans quelques cas la mort de victimes, ont été commis à plusieurs reprises par des personnes appartenant à la population civile contre des membres de l'armée allemande. Les instructions sont en cours, donc les coupables seront fusillés. Mais à l'avenir, et c'est ça qui est essentiel, à l'avenir, dans tous les cas où les criminels coupables ne pourront être découverts immédiatement, un nombre d'otages correspondant à la gravité du crime seront fusillés après chaque attentat. Si l'attentat cause la mort de la victime, 5 otages au moins seront passés par les armes. Et donc, toutes les personnes arrêtées pour des motifs politiques sont d'ores et déjà considérées comme otages. Et donc, Niehoff ne fait que rappeler, donc lui en tant qu'Oberfall commandantur, il ne fait que, en cas de nouvel attentat, il ne fait que appliquer ici. Hein. Donc, c'est de son propre chef, sans être contraint, qu'il donne ainsi un quota minimum. Hein. 5 otages pour un soldat tué. Hein. Et donc, ce décret s'applique d'abord uniquement au Nord-Pas-de-Calais, pas à la Belgique,
puisque 4 soldats allemands ont été tués par des résistants communistes les jours précédents. Et donc, il anticipe quand même, ici c'est quand même pour un anti-nazi, comme il se présente, il anticipe les ordres de Hitler qui exigent seulement le 7 septembre de fusiller, lui, 100 otages pour chaque soldat allemand qui a été tué. Et donc, et en réalité, on s'aperçoit que Falkenhausen considère qu'il prend les otages uniquement parmi ceux qui ont déjà été condamnés à mort, des résistants condamnés à mort. En réalité, c'est faux. On s'aperçoit que la plupart du temps, ce sont des otages communistes qui ont été exécutés sans aucun procès, sans avoir eu un procès. Alors, avec le décret du maréchal Keitel du 7 décembre 41, Odile en parlait tout à l'heure, le fameux décret Nacht und Nebel, de plus en plus dans la région, il y a déportation dans les prisons du Reich. Et non, je vous rappelle, puisque ce sont les militaires ici aux commandes, ils ne sont pas déportés dans les camps de concentration, les résistants, ils sont déportés dans des prisons du Reich, gérées par les militaires, puisque les camps de concentration sont gérés par les SS. Et donc, ils sont déportés dans le plus grand secret en attente de jugement. De toute personne impliquée dans des actes de résistance. Moi, je vous présenterai un cas qui est Jean Lebas, qui est justement un Nacht und Nebel. Les résistants, donc j'ai bientôt terminé, les résistants donc du Nord-Pas-de-Calais qui partent, Nacht und Nebel, qui partent, ou même avant, ceux qui n'étaient pas Nacht und Nebel, des prisons, des différentes prisons du Nord-Pas-de-Calais sont d'abord regroupés dans la prison ici à côté de Lille, qui s'appelle la prison dans la commune de Los-les-Lilles, que vous avez ici. Et donc, à partir, vous avez ici Lille, ils sont déportés donc vers Bruxelles et donc vers la prison qui est assez extraordinaire. Regardez cette prison avec ses tours crénelées, qui est on dit toujours la prison à Bruxelles de Saint-Gilles. En réalité, c'est dans l'agglomération de Bruxelles, dans une commune qui s'appelle Saint-Gilles. Donc c'est pour ça que j'ai mis Bruxelles, prison de Saint-Gilles. C'est un système, vous voyez aussi, avec la retourne comme à Lille. Et donc c'est là où ils sont donc d'abord emprisonnés avant de partir vers les prisons allemandes. Et Falkenhausen et son administration mettent aussi à exécution la politique antisémite de Hitler. Falkenhausen va promulguer 17 décrets contre la population juive de Belgique et du nord de la France, et sans état d'âme apparemment. Et si l'application de la solution finale est gérée comme partout ailleurs dans l'Europe par les SS, c'est l'administration militaire qui garde un pouvoir de contrôle dans le Nord-Pas-de-Calais et en Belgique sur le transfert vers les camps. Ainsi, donc, vous avez, à partir d'août 42, vous avez 25 000 juifs de Belgique et du nord de la France qui sont déportés vers les camps de la mort, à partir, donc, vous voyez, du camp de transit, donc, vous voyez, Lille est ici, et cette fois-ci, le camp, le Drancy, je vous ai mis le Drancy belge, c'est la seule photo qu'on ait ici de la cour de la caserne d'Aussin, caserne militaire belge, seule photo d'un convoi ici, arrivé certainement, ou en partance vers les camps de la mort, juifs peut-être, et donc ici, Mechelen, Malines, vous l'avez ici, ça se situe entre Bruxelles et donc Anvers, Brandonk et Anvers, voilà. Donc, et comme le disait aussi Odile, pour terminer, les deux, c'est dans ce département du Nord-Pas-de-Calais où il y a eu arrestation en novembre 43 de Zigan et déportation à partir de Malines en janvier 44. Mais Monique Edebeau est là pour nous en parler, donc lors d'une prochaine, bien sûr, conférence. Alors, je terminerai en disant, et puis voyez ici, je vous présente sous couvert de tourisme. Ce guide affirme la germanité de la région. Je reviens juste là-dessus en conclusion. Vous voyez, il est marqué donc Führer, mais Führer, c'est guide. Je rappelle en allemand, c'est un guide touristique d'Ourche à travers la Flandre, Nord-Frankreich, Artois. Vous voyez, bien revendiquer la germanité. Et donc ici, le fait de déporter donc juifs et aussi tziganes, les communistes aussi, on va dire, c'est au cœur du projet d'Hitler de nettoyer, le terme est employé, nettoyer la zone rattachée des groupes humains jugés ethniquement nuisibles.
bon, auquel on rajoute les communistes, je ne sais pas éthiquement, hein, pour en faire un espace avec une population ethniquement assimilable, complétée par une colonisation allemande en vue de son intégration, sans doute, dans une future entité flamande nord-européenne. Hein. Je ne savais pas exactement un État ou autre, un protectorat, personne ne sait. Voilà. Donc voilà, hein, conclusion en effet, sur cette zone occupée tout à fait à part, une zone qui a été donc zone rattachée, zone aussi beaucoup isolée, et aussi beaucoup une zone, je termine en disant oubliée dans les ouvrages d'histoire sur la France, puisque la plupart des gens ne savent même pas ce sort particulier. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Jacqueline. On ne pouvait pas faire mieux, il est juste 18h30, je ne sais pas comment tu as fait. Alors, je crois qu'il n'y a plus, sauf s'il y avait vraiment une question urgente, on peut éventuellement reporter les questions à la fois prochaine, parce qu'on va essayer, comme c'est un séminaire qui est régulier, on va essayer de se tenir à l'heure à chaque fois. Voilà. Sauf s'il y a quelqu'un qui souhaite poser une question urgente. Sinon, on se revoit de toute façon dans 15 jours et on fera une place pour les questions la fois prochaine. Voilà, écoutez, merci à tous. Écoutez, on se retrouve dans 15 jours pour continuer notre histoire de la région rattachée du Nord-Pas-de-Calais. Merci encore d'avoir été là. Merci beaucoup, Madame Duhem. Merci beaucoup. Au revoir.